Donc, bonsoir. Bonsoir. On va démarrer, hein, parce qu'on a déjà... désolé de commencer avec un peu de retard. Mais, donc ce soir, c'est la 23e session de Palabre autour des arts. Pour rappel, parce que je vois qu'on est dans un environnement nouveau, déjà merci à la librairie Cariche, parce que c'est évidemment quoi de mieux que de parler de bouquins au milieu de livres. Donc, voilà, nous essayons de faire découvrir des auteurs qui nous sont proposés par vous, par d'autres personnes, nous les lisons, et ensuite nous venons vous en parler. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir des regards croisés sur les différents livres. N'hésitez pas à intervenir évidemment sur les livres que vous aurez lus, et si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je dise qu'un livre n'est pas très bon, n'hésitez pas à me clouer le clapet. Hein. Ils savent qu'il y a des chaises. Et en deuxième partie, nous allons recevoir un auteur, une auteure donc cette fois-ci, c'est Ralphanie Mwanakongo qui en est à son premier livre, La Boue de Saint-Pierre. Je dois l'avouer que là pour le coup nous sommes jugés partis parce que Ralphanie c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe Palabre. Donc nous essaierons de faire en sorte de ne pas être trop dithyrambique sur son livre. Mais elle vous parlera de son livre et j'espère que vous aurez tous envie de la découvrir à l'issue des Palabres. Et à la fin, nous aimerions bien que vous interveniez. L'intérêt des Palabres, ce sont les Palabres justement, ces discussions libres, ouvertes à tout le monde. Nous voulions discuter sur ces limites entre amitié, filiation. Et je crois que ce soir, je vais être un peu provocateur, juste un tout petit peu provocateur. Donc ce soir, le thème c'est les affres, point d'interrogation de l'amitié. Donc nous avons choisi des livres qui parlent d'amitié, de liens très forts, de liens filiales aussi. Tahar Ben Jelloul, Éloge de l'amitié, Ombre de la trahison. Nous avons le Harlem Quartet de James Baldwin. N'ayez pas peur, il a l'air bien épais, mais il se lit très vite. Nous avons Une enfant de Poto de Henri Lopez. Nous avons le Toni Morrison, le Soula de Toni Morrison. Et nous avons, voilà, Alain Mabankou, Les Petits Fils Nègres de Vercingétorix. Il n'en manque pas, c'est bon? Non, tout le programme. Voilà, et donc tout à l'heure nous parlerons de La Boue de Saint-Pierre. Oui, Aurore. Aurore, oui. Commençons par Harlem Quartet. Avec Aurore, nous allons vous parler de Harlem Quartet. Mauvais choix, parce que je vais être dithyrambique. Bon, alors, c'est un peu moins que toi. Harlem Quartet de James Baldwin, auteur noir américain, l'une des grandes figures de proue de la littérature américaine, collègue de Richard White qu'on ne présente plus, qui a terminé ses jours en France, à Saint-Paul-de-Vence. Et il nous écrit là, dans Harlem Quartet, une histoire merveilleuse, magnifique, d'amour, de famille, d'amitié, de trahison parfois, dans l'Amérique des années 20, on va dire, jusqu'aux années 60-70. Alors, c'est l'histoire de quatre petits jeunes dans le Harlem des années 50 qui vont donc nouer des liens entre eux. Il y a deux frères et un frère et une sœur. Et ils vont former donc un quatuor, d'où le nom du livre, hein, Harlem Quartet. Alors ils vont... La sœur, elle est en dehors au départ du groupe. Il y a le quartet. Oui. Et puis il y a la sœur de l'un des membres du groupe. Mais c'est finalement, c'est vraiment une histoire... bon, moi, je ne dirais pas une histoire bizarre. C'est une belle histoire parce que c'est une histoire d'amitié sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Et celui qui parle, c'est le grand frère de l'un des chanteurs, de l'un des membres du quartet. Qui est, en fait, ils font du gospel. Hein. Ils se rencontrent dans une église, ils font du gospel et ça, ils deviennent très... Enfin, ils font des tournées un peu partout aux États-Unis. Et c'est le grand frère... Dès le début, on peut le dire de toute façon, dès le début, il y en a un qui est mort. Donc il y a le frère qui décède en France, et c'est dès le début du livre. Oui, en Angleterre, en Europe en tout cas, et c'est dès le début du livre. Et donc il y a le frère qui commence à raconter l'histoire du quartet, en partant de donc dès le départ, comment ils se sont formés, ils ont 13-14 ans quand ils se trouvent. Et en parallèle, il y a une fille qui est un petit génie, une espèce de génie comme ça, une prêtresse en fait, une évangéliste.
qui est très précoce, à 7 ans, qui a commencé à évangéliser, qui fait des discours dans les églises, qui est très écoutée, les parents sont en adoration devant elle quand elle a 7 ans. Et donc tous ces personnages-là, donc il y a les parents, il y a ce quatuor-là, il y a cette fille un peu, qui est dans un positionnement un peu bizarre, qui est une évangéliste extrême à 7 ans, qui fait des choses jusqu'à 14 ans. Après, elle a successivement une vie, elle est évangéliste, elle est... à un moment, elle fait le trottoir, elle est mariée à un chef à Abidjan, un grand chef coutumier en Côte d'Ivoire. Donc elle a une vie extraordinaire aussi, cette jeune fille-là. Et donc celui qui raconte, il a un regard un peu extérieur. Et il suit de son regard les vies du quatuor, dont 2 sont très très proches. En fait, ils ont tous... Le quatuor, ils sont proches, mais dans le quatuor, il y en a 2 qui sont très proches. Une amitié très 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 forte. Et le grand frère et son petit frère aussi, une relation très très forte qui est amicale et aussi qui est très très filiale. Donc c'est vraiment la vie de la famille et de tout le groupe autour sur 30-40 plusieurs ans. années. Voilà. Maintenant, toi tu as dit, parce que là on essaie de vous dire ce qu'il y a dans le livre, après on va rentrer dans un peu plus de subjectivité. Personnellement, ça se lit très vite. C'est super intéressant parce qu'en même temps on parle de l'histoire de la famille, on parle de l'environnement, les événements, la ségrégation, le fait qu'à un moment il parle de la déségrégation. Et puis bon, il faut dire un truc important, c'est que la vie des 4 personnes est très liée parce que c'est une histoire d'amour, mais d'amitié, mais aussi d'amour. Le narrateur a eu une histoire avec l'évangéliste, même si plus tard il refait sa vie, c'est ça je le dis sans raconter le livre. De toute façon, là, on peut raconter parce que le principe, c'est pas vraiment le suspense là-dessus. Oui, voilà. Parce que les choses sont dites le frère du tout de narrateur suite. est un chanteur de gospel qui a commencé donc dans la prière et qui finalement va se lancer, on va dire, dans la musique du monde. Et en même temps, il est homosexuel. Alors, il faut savoir que dans les années 30 jusqu'aux années 50, un noir homosexuel dans l'Amérique raciste qu'on connaissait à l'époque, c'était pas très bien vu, qui plus est avec des racines religieuses. Et dans ce livre, on retrouve beaucoup de James Baldwin, en fait. On se demande même pas s'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui ont l'air assez autobiographiques. Mais justement c'est ce qui, moi, me gêne là-dedans. C'est qu'on a l'impression que c'est bisounours. L'histoire de sa vie? Non, mais c'est bisounours. Non, mais justement, elle a dit, ce sont des Noirs qui font du gospel. Donc, ils viennent d'une église. Et qui sont... Où il y a beaucoup d'histoires. Parce qu'en gros, tout le monde couche avec tout le monde. Hein. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes, voilà. Et je pense que James Baldwin a tellement voulu normaliser l'homosexualité, parce que vraiment c'est ça, on parle d'histoire d'amour entre 2 hommes, mais de la même manière dont il parlerait d'histoire d'amour entre un homme et une femme, en mettant vraiment l'accent sur le fait que ils se sont vus, ils sont tombés amoureux, et ils ont une histoire ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de normal, mais en même temps on se dit, attendez, on est dans les années 30, 40, ils viennent d'un milieu évangéliste. Je suis désolé, il n'y a pas plus dur qu'un milieu évangéliste par rapport à des gens qui sont homosexuels. Mais là, il n'y a pas de problème. Il y a un problème avec leur couleur de peau, mais avec leur homosexualité, leur entourage, tout le monde prend ça très bien. Dans l'église dans laquelle ils sont, personne, il n'y a jamais... Vous savez, dans le livre, on dirait qu'il n'y a pas de souci. Il parle d'histoires d'amour, des belles histoires entre les gens, mais à aucun moment on voit une violence par rapport aux homosexuels. Tu te dis, mais... Si, il y a de la violence. Je veux dire, moi, je suis pas... Non, elle est pas... Non, déjà, l'histoire, elle est quand même vachement cachée. Ensuite, honnêtement, ils ne se cachent pas vraiment. Hein. Non, il y a des scènes où on montre où ils s'embrassent devant quasiment... ils ne se cachent pas pour s'embrasser. Donc... Oui, mais même quand ils s'embrassent, il le dit qu'ils sont fous. Oui, justement, ils s'en foutent des gens, donc ils vivent leur vie. Exactement, ils vivent leur vie. Mais là, on se dit, attendez, excusez-moi, mais on est dans les années 30, 40. Ce sont des homosexuels et ils vivent leur amour normalement comme si c'est encore mieux qu'aujourd'hui. Alors que tu imagines la communauté dans laquelle ils sont. Moi, j'ai pas ton ressenti. Non, moi, j'ai pas ton ressenti parce que je me dis, en fait... C'est très bien écrit, hein, sans vouloir défendre l'auteur, moi, je pense que l'auteur, ce qu'il a voulu faire, c'est sortir l'histoire homosexuelle du regard normé de la société, entre guillemets, et parler juste d'une histoire entre 2 personnes, limite asexuées. Je suis d'accord, Il a voulu normaliser des histoires qui sont de toutes les façons... Non, il n'a pas voulu normaliser, voilà. Il a donné un regard
Après, on adhère ou on n'adhère pas. Mais il a donné un regard. Et en plus, je dirais pas comme toi, Bisounours, parce que ce livre est quand même assez violent. Il y a énormément c'est violent de sur autre chose. Voilà. Et puis c'est très sexué. Hein. On parle beaucoup de sexe. Il a décrit beaucoup les scènes de sexe. Il parle des scènes de racisme aussi qui sont assez exactement, par rapport à la couleur. Jamais par rapport à l'homosexualité. Mais si, puisque Arthur, même rien que sa vie... l'oppression raciste est peut-être plus forte que la... Je suis d'accord, par rapport au reste du monde. Regard sur l'homosexualité. Par rapport au reste du monde, à la limite, oui. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans leur propre communauté, ce sont des gens qui chantent du gospel, qui vont dans différentes églises pour faire des concerts dans le sud, un peu partout. Ils vont faire des concerts dans des églises évangélistes. Et ils sont ouvertement homosexuels. Et il n'y a pas de problème. Et là, je me dis... c'est pas qu'il n'y a pas de problème, moi je suis pas d'accord avec toi. En tout cas lié à l'homosexualité. Les yeux sur des problèmes mais clairement. Pour qu'on voit, qu'on puisse voir la il magie ferme pas les véhiculer. yeux parce que déjà le livre commence par la mort assez dramatique quand même de l'homosexuel. Et il fait comprendre que sa mort est peut-être un peu entachée de... Sa vie est extraordinaire. De racisme par rapport à sa condition. Par rapport à sa condition de noir. Au moins, ce qu'on peut retenir de Harlem Cartel. Deuxième point. Mais un livre que je vous recommande parce qu'il est épais, mais je l'ai lu très vite. Parce qu'il se lit très, très vite. Et puis, on apprend plein de choses. Les États-Unis de ces années-là, en plus, ce sont des histoires extraordinaires. Mais pareil, on parle de filiation ou d'amitié. Il y a des amitiés très fortes. Mais déjà, le grand frère, quand il parle de son petit frère, il en parle de manière... On dirait qu'il parle d'une femme dont il est amoureux. Quand il parle de son amitié, de son amour pour son frère, dans les mots utilisés, dans les expressions, dans l'insistance, si on ferme les yeux, on n'a pas lu le début, on a l'impression qu'il parle d'une relation amoureuse. Et ensuite, on a l'impression que tout le monde couche avec tout le monde là-dedans. Les deux amis dont on va parler, ils sont super proches, ils sont les meilleurs, et puis à un moment, ils sont sur le toit d'un immeuble. Ah tiens, je vais te branler. Et ils ont une relation homosexuelle comme ça. Non, mais lui, il va à l'armée. Lui, j'étais un beau mec. Et puis, il y a mes collégionnaires qui me trouvaient plutôt beau. Et puis, on a eu une relation homosexuelle. Il parle grandit dans une famille évangéliste assez carrée. Et ça ne lui pose pas de problème. Là-dedans, mais franchement, le livre, il est super. Il se lit bien. Mais... Il n'y a pas que ça. On est dans les années 30, 40, 50. Je suis pas d'accord. Non, mais il est bien écrit, il y a des belles histoires. Il ne faut pas oublier que le but de la fiction aussi, c'est d'inventer aussi un monde. Je suis d'accord, mais il a inventé un monde, par rapport au regard sur l'homosexualité, honnêtement, il a inventé un monde de bisounours. Par rapport à l'homosexualité. Par rapport à tout le reste, c'est super réaliste. Et surtout, les histoires des quatre là, et puis chacun, ils finissent mal. Hein. Il y en a, la plupart, ils meurent c'est très glauque. C'est très glauque. Non, par rapport au regard sur l'homosexualité. Mais c'est très glauque. Hein. C'est très glauque. Ils ont tous des vies compliquées et tout ça. Mais... Non, tu peux pas laisser tomber. Parce que je suis absolument pas d'accord avec ça. Non, mais lisez-le. Mais du tout. Je suis d'accord, mais je le dis encore une fois, je le conseille moi. Et par contre, c'est un livre, moi, donc une fois qu'il va me laisser parler, je vais dire que c'est un livre passionnant. Voilà. On ne peut pas rester insensible en le lisant. Les scènes d'amour et de sexe sont plus qu'intéressantes, mais c'est personnel, parce que bon voilà, c'est un auteur qui n'a pas la langue de bois, qui cherche volontairement à déranger. Contrairement à toi, j'ai pas trouvé la vie des homosexuels toute rose. Arthur, il va mourir d'ailleurs misérablement dans une pissotière dans un pub à Londres. Il va porter comme une croix, justement de par ses origines évangéliques, il va porter comme une croix toute sa vie son penchant ou même on va dire son côté homosexuel. Ça va impacter tout son entourage autour de lui. Et d'ailleurs le fait qu'il parte, ça va tous les bouleverser. Et on ne parle pas que d'homosexualité, heureusement. On parle d'amour, on parle d'adultère aussi. On parle d'amitié, on parle de beaucoup d'amitié. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que au-delà de tous les clivages de la norme sociale, c'est des personnes qui ont réussi à se créer un monde dans lequel elles sont heureuses. Et c'est ce que j'ai retenu de Harlem Cartel. Moi, c'est mon préféré de James Baldwin. Je le défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Et donc, je vous incite vivement à le lire. Lisez-le, je suis d'accord avec elle. Et ne vous laissez pas influencer. Lisez-le. Et il y a un autre point, juste un autre point.
juste un autre point où il y a une fille là-dedans qui a une histoire extraordinaire. Elle a une super histoire, elle est évangéliste très tôt. Julia, et elle a exploité un peu, ses parents l'exploitent ce côté-là parce qu'elle va dans les églises, ils sont payés pour ça. Et ça part vraiment dans le glauquissime extrême. Et ce qui est surprenant, à 14 ans, elle a quelque chose de très grave. Là, pour le coup, je vous dirais. Parce que ça, il lui arrive quelque chose de très grave. Mais très grave. Elle est quasiment laissée pour morte et tout. Et donc, elle s'enfuit. Et donc, pendant 4 ans, on n'a plus de ses nouvelles. 3 ans, jusqu'à 17 ans, elle se retrouve. On n'a plus de ses nouvelles pendant 3 ans. Et quand le personnage retrouve Julia, 3 ans après, tout va bien. Elle s'est remise de... Voilà, elle a repris une vie, tout est redevenu rose. Elle a réussi à se reconstruire en 3 ans. Et quand on voit ce qui lui est arrivé, ce qui lui est censé lui arriver, qui est extrême. Ça s'appelle la en 3 ans, plus rien. On passe sur autre chose. Mais Balbin est un auteur qui a un regard très positif sur la vie, sur les êtres sur la vie et sur l'avenir. Quand on lit... Mais lisez-le. Le Rwanda a existé, ça n'empêche pas les Rwandais d'avoir le sourire. Lisez-le, il est très bien, mais honnêtement, il est bien épais. Mais moi, je vous dis, je l'ai lu très vite parce que l'histoire était très intéressante. Mais il y a 2-3 points là-dedans qui sont... bon, voilà quoi. Bon, bref. Ça, c'était pour Harlem Quartet. On le conseille quand même très vivement. D'accord. On passe à Tahar Ben Jelloun. Alors Tahar Ben Jelloun, donc Éloge de l'amitié, ombre de la trahison. Donc Tahar Ben Jelloun, écrivain marocain, qui est né en 44, qui a eu le prix Goncourt en 87. Et dans ce livre aussi, alors ce n'est pas vraiment une histoire... C'est un essai plutôt. C'est un essai, voilà. En fait, c'est un essai. C'est une espèce d'autobiographie. Voilà, c'est un essai mêlé à de l'autobiographie dans lequel il parle de ses histoires d'amitié. Donc il se sert de sa propre vie, de sa biographie, pour explorer le thème de l'amitié et tous les différents types d'amitié qu'il voilà. pourrait avoir. Et il règle quelques comptes. Il règle aussi quelques comptes au passage à quelques personnes dont on ne sait pas si ce sont leurs vrais noms ou pas. Si, c'est leur vrai nom. nom. Ce sont leurs vrais noms. Mais ils donnent des prénoms. Ils donnent que des prénoms. Ah non, Abdelatif. Oui, oui, quand il y a une ou deux fois ils donnent des noms, mais... Il donne des noms. Il y a beaucoup de fois où il parle de... Vas-y, parle de... Voilà. Ne nous éparpillons pas. Donc dans ce livre, Tahar Ben Jelloun nous apprend, il tire des conclusions, des déductions de ces différentes expériences en amitié. Notamment, il parle au tout début des amitiés d'enfants, des petits mensonges qu'on peut dire. Par exemple, il y a une histoire assez intéressante. Quand il est en 6e, il rencontre un jeune garçon qui est en 5e, qui n'est pas dans la même école que lui. Et parce qu'il a envie d'être son ami, parce que ce garçon-là l'impressionne, ce garçon lui dit moi je suis en 5e, comme si c'était une évidence. Et lui il dit ah ben moi aussi, pour ne pas se sentir inférieur. Et donc pendant longtemps il entretient cette amitié-là jusqu'au jour où il se rend compte que l'amitié ne peut pas exister sans la confiance. Et là il décide de déballer toute la vérité, de dire voilà j'ai menti, je ne suis pas en 5e, je suis en 6e, etc. Et depuis cet ami ne lui a plus parlé du tout, ne lui a plus jamais répondu. Et donc là, il se rend compte, là, il tire la leçon qui consiste à dire que l'amitié ne peut se baser que sur la confiance. Et puis, il y a aussi d'autres histoires où il nous livre un peu des leçons de vie, en fait. Sur, on a envie de se dire, je serai comme ça, moi aussi. Voilà, il nous livre sa vie et puis il nous donne des leçons de vie comme un vieux grand-père qui explique ça. On voit ton regard là-dessus. Sur le ressenti que j'ai. Franchement, Tahar Ben Jelloun est un auteur que j'apprécie énormément. Je pense pas que ça soit le meilleur de ses livres, même si en fait, ce que j'ai aimé, c'est l'approche qu'il a eue pour parler de l'amitié. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent purement du sujet. C'est toujours à travers de la fiction. Bon, on retiendra le plus célèbre, hein, Cicéron, de l'amitié. Et qu'il cite beaucoup, aussi, parce que voilà, il n'y a pas pléthore de références hein, sur le sujet. Et en même temps, ce qui m'a un peu embêté, c'est que vu que c'est sur la place publique et qu'il cite des noms et qu'il règle quelques comptes et qu'on n'a que sa version, ça reste assez subjectif. En fait, beaucoup subjectif. Déjà une petite parenthèse, comme vous le savez, les livres qui sont mis au programme, très souvent, on met sur Facebook et puis on nous propose des livres. D'accord. Donc évidemment, les livres, nous aussi, souvent, nous les découvrons. Et donc parfois, on aime et parfois, on aime moins.
Et là, c'est pareil, je ne connaissais pas Tahir Benjeloun, et je dis que j'ai eu, quand je le lisais, j'avais en tête, c'est un super livre pour avoir des super Voilà. profils Des Facebook. phrases en rose. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est des superbes Sorties d'un contexte. des superbes phrases, machin et Et tout. puis moi, ce que j'ai aimé dedans, c'est qu'il y a un style. Le style est assez. J'ai beaucoup aimé le style. C'est simple, c'est assez Oui, fluide. Ça se lit assez rapidement. C'est agréable à lire, on va dire. Après, enfin, Mais bon, c'est en même du temps, gnognoterie. Je vais dire, je vais lire une phrase. non, Je vais lire une phrase. Il n'a pas dû manger avant. Non, mais tu es d'accord avec moi. Jean Genet n'avait aucun sens de l'amitié. Il croyait plus en la trahison qu'en la fidélité. J'ai compris un peu tardivement que l'amitié n'avait pour lui que peu d'importance. C'est complètement subjectif, je veux dire. Là-dedans, en Voilà. même temps, ici Genet, ici C'est un jugement Cocteau, pour ici lui. des gens qu'il a Mais il rencontrés. raconte pas le contexte. Non, il Si, raconte pas le il met quand même des contextes, mais... La plupart du temps, il dit il y a eu une trahison sans donner les Oui, détails. puis même, le méchant de l'histoire dépend de celui qui la raconte. Je veux dire, là, c'est lui qui la raconte, il peut se donner le beau rôle. Il fait référence à certains. Il va dire par exemple, il nous est arrivé, par exemple, il y a eu une bisbille entre lui et quelqu'un où tu lis entre lignes, c'est un éditeur et autres, mais on ne sait pas quelle bisbille. Donc, je pense que les gens qui sont dans cet environnement-là, ils savent très bien de quoi ils parlent. Parce que c'est des choses qui sont arrivées dans les années 80-90, apparemment sur la place de Paris, il y a dû avoir un clash entre un éditeur et puis son auteur. Mais comme il ne nous donne pas l'environnement, il ne nous dit pas ce qui est arrivé, il nous dit simplement, il y a eu trahison, il y a eu ceci, il y a eu cela, et donc on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des noms qui citent, qui sont célèbres, on les connaît, et puis il y en a d'autres, ils citent simplement le prénom en parlant de la maison d'édition. Donc tu te dis, ah d'accord, c'est peut-être... il va citer par exemple Gallimard, mais d'autres il va citer le prénom. Et après à un moment tu te rends compte que ah d'accord c'est le fils de Gallimard. Jean-Pierre Gallimard. Et donc tu fais des liens comme ça, mais en même il parle de sa vie sans donner toutes les billes. Et c'est bien, il fait des leçons sur l'amitié en fait. Chaque fois il décline sur des amitiés différentes, quoi. Et il parle beaucoup d'amour, et puis on retiendra dedans que il a un penchant pour l'amitié féminine en fait. C'est plus simple pour lui, c'est peut-être un Oedipe pas soigné. il explique Oui, d'ailleurs il dans dit une dedans partie que du roman, les il dit que relations peut-être, amicales avec les femmes sont plus simples. Moi, j'ai jamais trouvé que l'amitié homme-femme était la plus simple, mais bon, On en parlera. de Lui, son point il de dit vue, que c'est c'est on en peut-être parlera. par rapport au Comment milieu il arrive. On en traditionnel parlera marocain. sur la troisième partie. On en parlera sur la troisième partie. Donc, ce Benjelloun, moi, honnêtement, mitigé. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Je pense Moi, que je dirais à lire. non, c'est une bonne Parce que pour introduction avoir de sur bons Tahar statuts à Benjelloun. poster Après, sur on aime ou on n'aime pas, tu vois. Très gnognon. Très, très, très. Mais Mais des belles non. phrases, des très très belles phrases. Oui, ce Des mot, très très belles. Non, mais c'est. Il- Ce mois-ci, le mois dernier, autant j'étais dithyrambique sur les livres que je n'avais pas choisis, hein, comme vous nous avez proposé, autant c'est vrai que ce mois-ci, j'ai eu des lectures assez mitigées. Assez J'ai eu des bien. lectures assez mitigées. Donc, Moi, je le conseille par Benjamin. tu conseilles, je conseille aussi, parce que c'est un auteur très bien. commencer par un autre. Au nom de ma mère, je crois que... Sur une enfant de Poto-Poto, donc nous sommes Le que bonheur trois, donc il y a une conjugal. personne qui n'est pas venue, des chroniqueuses qui l'avaient lu, donc, mais je vais faire intervenir donc quelqu'un que je sais qui l'a lu, que ce soit Réassi ou Aurélie. C'est qu'Aurélie l'a lu, donc elle va m'aider à donner son avis sur ce livre-là. Je vous en parle rapidement. Donc une enfant de Poto-Poto, c'est Henri Lopez, hein, qui est auteur d'origine congolaise, qui écrit... ce livre est en deux parties vraiment très distinctes. La première partie débute le jour de l'indépendance du Congo. Les gens sont dans la rue. Il y a Pélagie et sa copine, comment elle s'appelle Pélagie et Kimia, qui sont deux copines, qui sont adolescentes, qui sont lycéennes, et qui sont dans la joie de l'indépendance, qui sont dans la rue. Et donc toute la première partie, on nous parle un peu de l'effervescence qu'il y a dans les rues de Brazzaville le jour de l'indépendance. Les relations d'amitié, et puis ce sont deux personnages vraiment très 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 différents. Pélagie, elle est plutôt studieuse, renfermée, alors que Kimia c'est l'exubérante, et toutes les deux elles sont assez brillantes, hein, puisqu'elles font leur bac, qu'elles vont obtenir. Et donc on parle beaucoup de Brazzaville, on décrit beaucoup l'atmosphère, et évidemment on ne peut pas voir un duo sans qu'il y ait une tierce personne. Donc leur professeur Franceschini, là pour le coup, qui est l'homme qui est convoité par les deux, au départ, on ne le voit pas, et puis après on se rend compte entre les lignes que c'est un blanc, mais qui est, l'expression au Congo, c'est un blanc manioc.
Donc c'est le type c'est le blanc qui vit dans la cité et en fait on se rend compte après que c'est quelqu'un qui est un enfant du pays, qui est né au Congo, qui est blanc mais qui est né au Congo et qui a grandi là. Et donc lui, ce qui est intéressant avec Franceschini, c'est qu'il a un positionnement, on a l'impression que c'est un étranger, puisqu'à un moment il est même expulsé. Il est expulsé du Congo, alors qu'il ne connaît que ça, il est congolais. Il est expulsé, il vit en France, et puis au bout d'un moment il revient, mais ce qui est intéressant en tout cas dans cette première partie-là, c'est dans les positionnements des différentes personnes, et surtout du fait que Franceschini, qui est le blanc, qui est le professeur de Kimia et Pélagie, en fait, c'est vraiment lui l'enfant de Poto Poto, quoi, parce qu'il parle lingala, à un moment il est dans un bar, et il est en train de danser, et elle décrit même une scène où elle voit son professeur qui est en train de danser, mais vraiment il maîtrise, quoi, c'est un vrai danseur et tout, c'est vraiment l'enfant du pays, et il a un rapport particulier parce qu'à un moment, c'est mignon, ça. non, mais et à un moment, il est expulsé du Congo, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment... Pour le coup, par rapport aux autres, et ça je me rappelle, j'avais posé la question à Henri Lopez, c'est lui qui a une conscience politique sur cette première partie-là, Franceschini, parce que lui il parle du pays, il dit mais le pays c'est bien qu'on soit indépendant, mais il faut qu'on avance, il faut que... C'est un professeur qui donne à ses élèves non seulement le cours, mais aussi l'envie d'être des citoyens. Il a vraiment une approche très... voilà. Et donc la première partie, on est vraiment sur Brazzaville, c'est très chantant, on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de rumba. Et la deuxième partie, on se focalise plus sur le parcours de Pélagie, qui va en Europe, qui va aux États-Unis, et ensuite ça devient un peu un... Kimia. De Kimia, oui, de Kimia, qui devient un peu le personnage mondialisé, je dirais. Elle est d'ici et de nulle part. Elle se sent américaine, elle se sent des États-Unis, elle se sent de la France, elle se sent de l'Afrique. Et donc on est un peu sur sa vie entre les trois continents, et on est sur la deuxième partie, on est plus focalisé sur un espèce de trio amoureux, je dirais même un quatuor amoureux qui forme entre Franceschini, Pélagie, Kimia et d'autres personnages. Et donc on est dans une relation un peu bizarre entre les trois, sur plusieurs années en fait, ça raconte sur plusieurs années jusqu'au décès de Franceschini, sur plusieurs années, sur leur relation d'amitié amoureuse, qui un coup ils sont ensemble, un coup de trahison aussi, d'amitié qui se trahit, donc très différente, en fait très particulière la deuxième partie, très différente de la première partie. Aurélie, il avait lu. Moi, j'avais lu ce livre effectivement et j'ai eu l'occasion de poser des questions là-dessus à Henri Lopez. Alors, j'ai pas vraiment totalement vécu comme toi le côté trahison. Moi, j'ai plus vécu une amitié très forte entre les deux jeunes dames qui fait peut-être qu'elles prennent de temps en temps des décisions qu'on ne comprend pas, en tout cas pour ma part, pour des jeunes filles ayant vécu... Entre parenthèses, on peut le dire, elles acceptent de partager l'homme. Voilà, enfin, voilà, elles se mettent d'accord, comment elles vont le partager. Et moi, je me dis justement, avec tout ce qui les enseigne, de l'indépendance, la liberté des filles qui ont vécu la Révolution, moi, c'est un peu ce côté-là. Et j'avais dit à Henri Lopez qui me paraissait un peu surréaliste, en fait. Réagis, oui, tu veux... C'est pas surréaliste, Ouais. c'est ça. En fait, bon, c'est une vraie analyse de l'amitié entre deux femmes, et il y a un homme à l'intérieur qui les fascine. Donc un homme en plus qui les rapproche d'une certaine manière, mais dès la première partie où on parle des indépendances, on parle de la formation des nouvelles élites et ainsi de suite, il y a un match entre les deux filles. Mais le match n'est pas très clairement exprimé parce que les choses ne sont pas totalement dites. Il y a Pélagie qui a une longueur d'avance sur Kimia. Parce qu'elle est plus réservée, donc elle va... Ouais, Pélagie, elle y va. On va pas expliquer pourquoi elle a une longueur d'avance. Mais, et ce qui se passe, c'est qu'avec l'expulsion du professeur, en fait, donc elles sont étudiantes, il y a une qui part aux États-Unis faire ses études, qui rencontre quelqu'un là-bas, et il y a Pélagie qui se retrouve en Europe, et on découvre au travers que les relations continuent. Exactement. Donc c'est vraiment tous les non-dits de l'amitié en fait. Hein, c'est vraiment tous les non-dits de l'amitié entre Kimia en fait qui désire quelque part posséder cet homme bien qu'elle est mariée et ainsi de suite, et Pélagie qui a une longueur d'avance. Et en fait, on découvre l'évolution de cette relation. Ce qui est très intéressant, notamment sur la deuxième partie, c'est vraiment sur plusieurs années où chacune ayant sa vie, et lui aussi ayant sa vie, puisque elle, ça devient une grande intellectuelle, romancière d'ailleurs aussi,
et lui aussi qui écrit des romans. Et donc c'est très intéressant. Après, moi, sur le bémol que j'avais ressenti sur ce livre, c'était que je trouvais, hein, pour des gens justement, on est à l'orée de l'indépendance, il y a une élite, là pour le coup féminine, qui n'est pas, il n'y a pas tant de monde comme ça, qui a le bac et tout, et elles sont très peu, à part Franceschini justement, qui parle vraiment de ce côté rapport citoyen, il faut faire des choses pour le pays et autres. Les deux filles, qui sont des intellectuels dans les années donc, 60, elles ont un rapport à la, je dirais, à la politique ou à l'histoire qui est quasiment nul. Disons qu'Henri Lopez les réduit à deux femmes qui se battent pour un homme. Exactement. Qui n'ont pas de positionnement politique, qui n'ont pas de positionnement idéologique dans une période où ça foisonne normalement. C'est une période où ça foisonne d'idées. C'est un choix. C'est tout. Oui, mais c'est justement ce choix-là qui est dérangeant. C'est toute la violence un peu du roman, en fait, où il y a la figure de l'homme au centre. Et c'est pour ça, moi, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais quelque part, est-ce que... Non, il aime... mais il aime justement cette position qui ressemble finalement à de la polygamie, en fait. Et ce qui est terrible, c'est de voir ces femmes qui sont... Alors, j'utilise plus le terme d'émancipées. Ces femmes qui sont instruites et qui, cependant, en fait, se retrouvent dans un scénario traditionnel qui, à la fin, sont dans la célébration de cet homme et arrivent dans leur amitié à continuer d'entretenir cette relation. Et à la limite qu'elle le ferait. Moi, c'est vraiment ce qui... D'ailleurs, il y a une période, là, sur la deuxième partie, elle voyage beaucoup. En Europe, un peu partout. Et j'ai beaucoup fait le lien avec le Agualusa dont on a parlé encore le mois dernier, où c'était là une intellectuelle, elle est donc angolaise, où elle est aussi beaucoup... Mais elle nous parlait de Agostinho Neto, elle rencontrait les grands hommes, les grands hommes qui faisaient à ce moment-là le bouillonnement africain. Et là, ce personnage de Kimia, on a l'impression qu'elle est en dehors de l'histoire. Elle n'a pas de positionnement sur... Et je peux... Après, quand on connaît l'auteur, je pense que de leur donner un positionnement politique, il aurait fallu que lui se positionne lui. Mais c'est dommage, parce que ce sont des intellectuels dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80. Et on ne nous dit pas... Elles ne prennent pas positionnement sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est surprenant pour des gens, pour des femmes qui ont une certaine instruction. Et qui ont eu un prof en plus qui n'a fait que parler de ça. Qui a un prof qui les a... Comme on dit, qui a nourri les cerveaux, qui a parlé de ça, qui a parlé de... Et pour le coup, c'est Franceschini qui est le personnage. Quand une femme est amoureuse, elle ne pense plus. Je te laisse la responsabilité de tes propos. Voilà. Donc, moi, je le conseille très fortement parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup... j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup aimé lire ça, cette histoire de ce trio. Avec les petits bémols que je crois sur le coup avec Réaction est plutôt d'accord là-dessus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la rumba congolaise, exactement. Souvent on a des livres qui nous parlent de jazz, de Ravel, des choses comme ça, et le livre est rythmé par la musique. Alors ça, c'est un livre qui est rythmé par la rumba, et c'est de ce point de vue, ce texte est magnifique. Et en plus, une très belle écriture d'Henri Lopez et un très bon bouquin. À conseiller, moi, de ma part. Oui. N'hésitez pas. On va laisser Aurore Soula, qui fera intervenir l'un de vous autres, parce que c'est la seule, malheureusement, de la table à l'avoir lu, et Réassi. Mais n'hésitez pas, ceux qui ont eu l'occasion de lire ces livres-là, n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, Toni Morrison, qu'on présente presque plus, auteure noire américaine, qui, notamment du très célèbre Beloved, interprété au cinéma. Et donc celui-là, c'est l'histoire de l'amitié de deux femmes dans l'Amérique noire de la période de la ségrégation. Alors elle raconte une grande page de l'histoire des États-Unis, dont les États-Unis ne sont pas très fiers, à travers l'amitié de ces deux petites filles qui deviennent femmes par la suite. Alors il y a tout un environnement, comme dans tous les livres de Toni Morrison, qui a une écriture assez particulière, c'est-à-dire que ça va crescendo, ça commence tout doucement, on ne sait pas trop où on va. Il y a plusieurs personnages, donc on peut se perdre facilement, jusqu'à l'hécatombe finale. Voilà. Et donc, celui-là, c'est exactement ça, parce que il y a deux amis en fait. Celui-là et sa copine, j'ai oublié comment elle s'appelle. C'est pas grave. Voilà. Et son ami, voilà, celui-là et son ami, qui donc
Celui-là est noir. Elle est d'une famille pauvre, avec une histoire assez difficile. Sa grand-mère a tué 2 de ses enfants parce que trop de pauvreté. Elle a élevé ses 3 enfants toute seule. Le grand-père l'avait abandonnée. Celui-là a une mère prostituée un peu légère. Et sa copine, en comparaison, est un peu claire de teint. Elle est dans une famille très droite, très rangée. Elle a une mère assez rigide qui veille à ce que sa fille corresponde au bon canon de la société, qu'elle sache se tenir, qu'elle soit intelligente. Et c'est le parcours de ces 2 femmes qui vont évoluer différemment, mais que l'amitié va toujours unir en fait. Ça va commencer par un secret. Ensemble, elles vont faire quelque chose dans leur enfance, quelque chose de très grave et qui va les unir pour la vie. Alors celui-là, dans le village dans lequel elles habitent, ça s'appelle Le Fond. Toni Morrison l'appelle Le Fond dedans. Et c'est un peu une ville, comme toutes les petites villes, là où il y a plein de cancans, il n'y a pas trop d'espoir. Voilà, pour évoluer, les gens tournent un peu en rond et se nourrissent un peu de la vie des autres. Et celui-là va aller chercher sa vie ailleurs. Et en allant chercher sa vie à l'extérieur, elle va revenir en étant une femme en fait, mûre. Et elle va un peu éveiller les cancans parce que c'est une femme libérée, à la sexualité libérée, qui ne s'en cache pas. Et à côté de ça, elle va venir retrouver son amie, qui elle est dans un foyer bien rangé comme sa mère l'avait prédestiné. Et il va se passer des choses très fortes entre elles. Je ne raconte pas le livre. Et le livre se termine, elles sont toujours amies malgré toutes les choses qu'elles vont traverser. Donc c'est un très beau livre d'amitié féminine. Il n'est pas simple du tout parce qu'elles vivent des choses assez difficiles, dont je ne peux pas parler sans raconter le livre. Et c'est un très beau Toni Morrison. Moi, je suis fan. T'en as pensé quoi, Réassi? Moi, c'est l'un des meilleurs de Toni Morrison. Il est court, je l'ai lu il y a 8 ans, mais tu vois, l'histoire, elle résonne encore, même s'il y a certains aspects qui ne me reviennent plus et que tu me rappelles, mais déjà il y a l'enfermement. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve toujours chez Toni Morrison. Donc le fond, la ville, le petit village, il est sur une colline, Voilà. donc c'est vraiment l'image du ghetto, de la société qui est un peu retirée, donc la communauté afro-américaine un peu retirée. Alors, là on parle vraiment du ghetto. Et voilà, en fait, moi ce que j'avais vraiment, c'est là, pour moi quand on a parlé d'amitié, de faire un truc sur l'amitié, j'ai pensé immédiatement à ce roman. Et quand vous avez proposé Le Chant de Salmon, en fait, j'ai dit non, s'il faut parler de l'amitié, Toni Morrison aborde beaucoup l'amitié dans ses textes, mais sous-là, voilà, elle découvre un peu les hommes un peu ensemble. Hein. Il y a ce regard du macho sur ces femmes prépubères ou qui se forment. Et voilà, c'est un roman remarquable. Il ne faut pas en dire beaucoup. Il y a toujours la construction complexe chez Toni Morrison, et puis après il vous balance un truc où vous êtes un peu pris au piège. C'est vrai que Toni Morrison a toujours l'impression que c'est une espèce d'ellipse. Ça commence, il y a plein de personnages en général, et de plein d'histoires, parfois on a l'impression que c'est pas de lien. Et puis petit à petit, et puis à un moment, il y a une chose qui fait que voilà, ça explose de partout. On a chroniqué Tar Baby, on a chroniqué aussi L'œil le plus bleu, où c'était un peu le même type de construction. Il y a une volonté chez Toni Morrison un peu aussi d'enfermer le lecteur dans ce qu'elle veut présenter. Donc à la fin, au cœur du roman, quand elle présente la scène, alors est-ce que c'est un infanticide, est-ce que c'est un viol ou ainsi de suite, mais après on est piégé, on est obligé pratiquement d'adhérer à la scène, même si elle est complètement immorale, même si ainsi de suite. Donc c'est vraiment, on retrouve ça dans celui-là. Il est plus souple pour moi que L'œil le plus bleu. Je trouve qu'il est tout aussi dur, mais en fait, Toni Morrison, elle a une espèce de spécialité, c'est l'humour cynique. Donc, de prime abord, ça paraît vraiment accessible. Il y a une espèce d'ironie quand elle dit les choses qui est assez risible. Et puis finalement, on se rend compte de la violence de ce qu'elle dit, de la violence du propos. Je prends un exemple. Dans celui-là, il y a un jeune personnage qui sort de la guerre de Corée, il me semble, et qui en sort drogué et complètement déphasé. Et puis,
il a envie d'attenter à ses jours. Et à un moment, il décide que plutôt que d'attenter à ses jours, il va décréter une journée de l'année qu'il va appeler la journée nationale du suicide. Et donc, il va voir les gens comme ça, il leur dit, voilà, aujourd'hui c'est un jour merveilleux pour se suicider. Donc, à sa manière, il fait comprendre à la ville que là où ils sont, dans le fond, il n'y a pas d'espoir. Plutôt que de déprimer tous les jours. Le 3 janvier, ça sera le jour où on va se suicider, où on peut mourir. Et voilà. Et c'est un personnage central du livre, ce Chapard, je ne sais plus comment il s'appelle. Et se dire, avoir l'idée d'inventer une journée du suicide et de convier des gens à une journée du suicide, finalement, c'est un humour à la Toni Morrison. Okay, donc on recommande. Recommandé fortement, celui-là recommandé par Aurore. Donc vous allez devoir faire Iréaci. Ah oui, moi de toute façon, je recommande tout. Toni Morrison, exactement. Donc, désolé, on va devoir aller un peu vite, on ne peut pas rentrer trop dans le détail des livres de toutes les façons et on va essayer de gagner du temps. Et pour finir, sur le Harlem Avant-coup, Les Petits Fils-Nègres de Vercingétorix. Les Petits Fils-Nègres de Vercingétorix, qui est un livre d'Harlem Avant-coup qu'on ne présente presque plus non plus, en tout cas dans le milieu francophone. Prix Renaudot 2006, Grand Prix de l'Académie française. Donc Les Petits Fils-Nègres de Vercingétorix, c'est une histoire qui prend place dans un pays qui s'appelle le Vieux-Congo et qui est en Afrique centrale. Et cette histoire, c'est à la fois l'histoire d'un coup d'État contre le président Kabouya et en même temps donc d'un coup d'État qui a été mené par des jeunes qui sont donc les Petits Fils-Nègres de Vercingétorix, des jeunes rebelles. Et Vercingétorix est un rebelle aussi, un chef rebelle assez redoutable. C'est le surnom c'est le surnom du chef rebelle, mais il est présenté comme Vercingétorix. Dès le départ, on le connaît comme ça. Donc ça trouble un petit peu au départ. Et c'est un homme assez impressionnant, assez redoutable. Et on traverse cette histoire-là, donc ça c'est le décor, et le fond de l'histoire, le cœur de l'histoire, c'est celle de Hortense Iloki, qui est l'héroïne, et qui est amie avec une femme. Alors c'est un peu compliqué. Hortense Iloki est une femme qui a épousé un homme dont la région est en conflit avec sa propre région. Donc elle vient du nord. Elle vient du nord, l'homme vient du sud. Et le conflit, il oppose donc le sud et le nord. Et les Petits Fils-Nègres de Vercingétorix viennent du sud. Voilà. Et donc, tout de suite, il se pose un problème. Le mari ne sait plus quoi faire avec son épouse. Et Hortense va se lier d'amitié avec une femme qui vient du nord, qui elle a le problème inverse. Donc, un mari qui est du sud. Qui est du nord. Oui, et cette femme-là est du sud. Voilà. Donc elle est considérée comme étant une traître. Donc le mari de Hortense, il trouve que Hortense ne devrait pas se lier d'amitié avec elle parce que déjà lui il essaie de s'intégrer. Donc si en plus elle va aller se lier d'amitié avec une femme qui vient du nord, une traîtresse, donc c'est un peu voilà. Donc c'est une histoire assez terrible parce que ce qui lui arrive à Hortense, ce sont des événements très tragiques. On connaît ce qui résulte de toutes les rébellions indépendantistes. Quand deux factions ne s'entendent pas vraiment. Et dans cette amitié-là, Hortense et Christiane, cette amitié, elles vont l'entretenir, même à un moment où Christiane devient est un peu considérée comme étant une folle, un petit peu. Elle est en loque, elle a subi tellement de sévices. De choses qu'à un moment, elle perd pied avec la réalité. Et c'est un livre qui a toujours l'espèce de tension, parce que évidemment, ils ont toujours la peur d'être pour le coup attaqués soit par les rebelles, soit par les autres qui sont les deux factions, parce qu'ils sont un peu entre les deux. Et donc les deux couples, donc il y a l'amitié entre les deux femmes, et puis l'amitié entre les deux hommes aussi, parce qu'au départ il y a l'amitié entre les deux hommes qui évidemment à un moment, pour le coup, elle pose problème. Elle pose problème parce qu'il y en a un qui prend parti, et à partir du moment où il y en a un qui prend parti, leur amitié, l'amitié masculine, elle change. Il commence à avoir des pressions sur les deux couples. Donc c'est vraiment là le regard de gens. On vous met au milieu d'une guerre. Ok, il y a le nord et le sud. Et on vous impose de choisir votre camp. Vous devez choisir. Et on met au milieu deux couples qui sont en plein dedans. On dit bon d'accord, vous faites quoi vous? Ta femme est du nord. L'autre, ta femme elle est du sud. Toi tu es du nord. Qu'est-ce que vous faites? En gros la question c'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans ces conditions-là? Est-ce que vous restez amis? Est-ce que vous Exactement, il y a des prises de position. Est-ce que vous vous nuisez l'un à l'autre? Et moi ce qui m'a épaté dans ce livre-là, c'est que bon déjà le style il est assez lourd parce que l'histoire elle est lourde.
C'est C'est un pas- ça Alain se lit pas- Mabankou qui ne ça se- ressemble pas aux Ça autres ne Alain se lit pas Mabankou. très facilement. Il n'est pas Ouais, léger. Ouais. Il n'est pas léger, il n'est pas léger. Mais ce qui est épatant, c'est qu'il rentre vraiment dans l'émotion de la femme. On sent vraiment la pression qui pèse sur les deux femmes. Et en des temps comme ça de rébellion, de conflit, les femmes, on sent vraiment que les femmes sont elles sont beaucoup plus fragiles parce il peut leur arriver beaucoup plus de choses. Et du coup, on est pris aux tripes en permanence. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à aller jusqu'au milieu parce que on est vraiment On a du mal à rentrer dedans parce que justement là pour le coup l'écriture elle est voilà. Ouais, c'est horrible. Et il y a tellement de choses qui arrivent et puis voilà, et même au-delà des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on suppose qui vont arriver. Qui vont arriver. Parce on a qu'elles peur, sont tout le temps dans la peur on est de oppressé. on est oppressé et c'est pas le Mabankou le plus c'est pas le Le Mabankou plus léger. le plus joyeux quoi. C'est l'un de ces romans les plus, on va dire, où il s'exprime. Authentique. C'est le moins autobiographique, je En pense. tout cas, oui, il aborde une question politique, enfin des questions qui sont pratiquement politiques, Exactement. parce qu'en fait, avec Emmanuel Dongala, ce sont les deux auteurs qui ont écrit sur la guerre civile congolaise. Bon, lui, il parle du Vieux-Congo. Il parle du Vieux-Congo, on sait il qu'il parle- Mais on détourne les sait noms, qu'il parle du vers Congo, ces bien jeux de sûr. Toko, il parle D'ailleurs, il y a eu beaucoup justement de couples qui se sont retrouvés dans des de situations situations comme ça, pareilles. beaucoup d'amitiés où vraiment les choses ont été mises, ont été réévaluées avec la gâchette sur la tête. Donc je trouve que c'est un roman très courageux. J'ai des réserves sur certains points, mais c'est vraiment. Oui, Ah oui, c'est voilà, c'est pas facile, c'est pas un roman facile. C'est pas un roman facile et on reproche, on dit des conflits à part égale, mais voilà, quelque part il dit aux gens, ben voilà, il y a des couples qui se sont retrouvés dans des situations pour des guerres absurdes, pour des conflits absurdes, il y a eu des couples qui se sont retrouvés dans ces situations-là, il y a des amitiés qui ont sauvé certains. Et voilà, c'est un livre particulier, c'est un livre bizarre. Il est Il n'est poignant. pas facile. Ouais, ne le lisez pas pendant les vacances d'été, quoi. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il est intéressant. Hein, En hiver dans le métro. lisez-le. Il n'est pas facile. C'est pas le Mabankou que je préfère, mais il est différent de ses autres productions, clairement. Mais il aide à prendre conscience. voilà, Il y c'est a un beaucoup livre de assez références lourd. littéraires. Oui, Il fait aussi. beaucoup Oui, de aussi. renvois. Parle Oui. de Georges Parfois, c'est un Sand, peu long, Lamar mais- Parfois Oudéa. c'est lourd, mais de toute façon ça c'est assez constant dans son écriture. Hein. Il Vercacé, étale beaucoup, Mabankou a pareil. tendance à beaucoup étaler ses références littéraires. Étalé. Oui, ça étale beaucoup, hein. Ça fait un peu confiture, mais bon. Non, mais dans tout ce qu'il écrit, hein, dans tout ce qu'il écrit, il y a des références. Ce qui est bien, c'est qu'au départ, quand on les a pas lus, on ne comprend pas trop. Quand on relit un Mabankou 5 ans après, on a lu, on se dit ah oui, d'accord, il parlait de Dany Laferrière, qui revient systématiquement d'ailleurs, des Dany Laferrière. Bon, voilà. Mais lisez-le, c'est pas le plus facile de Mabankou, Il faut le lire. mais il est bien. Il est bien. Moi, c'est mon préféré. Ah oui, il fait mal, mais il faut le lire. Parce que je trouve que c'est son deuxième livre, je crois. Et par la suite, il s'est plus dirigé vers de la littérature de divertissement que... Voilà. C'est C'est dur. mon point de vue commercial. C'est mon point de vue. C'est Parce que ça a été tellement long pour Vers lui cassé, que- mémoire de porc-épic, c'est du rire à gogo. Là, Ah, c'est vers un cassé, c'est dur. Hein. Du positionnement. verre cassé. Mémoire de Porc-Épic, c'est un peu différent, mais Excuse-moi, la vers cassé, couche c'est... pampers avec la diarrhée dedans. Oui, mais c'est une Tu le lis, tu introduction rigoles. à la. Oui, avant de mais rentrer bref, dans on le va pas drama. rechroniquer vers cassé parce qu'on a déjà chroniqué vers cassé. Mais je trouve que c'est l'un de ses livres les plus authentiques, avec un positionnement juste, qui se positionne pas qu'au Congo. C'est-à-dire on retrouve un peu du Rwanda, un peu de toutes les guerres fratricides, ethniques qu'on peut voir en Afrique ou ailleurs. Et vécu du point de vue en fait des Féminin. personnes D'individus qui ne de sont pas l'intérieur, forcément- vécu de l'intérieur. Ouais. Donc moi je trouve que c'est un très beau livre, je recommande. Je suis J'ai une d'accord avec question. Aurore. Je suis Aussi. d'accord avec Aurore. Je pense également que c'est l'un des meilleurs d'Alain Mabankou. Moi j'ai une question pour le monsieur. Tout à l'heure, le premier livre, vous l'avez traité de limite Alice au pays de merveilles parce que consensueux. Sur un aspect. Non mais Attends, je finis. oui, Je dis allez-y. pourquoi quand vous tombez sur un livre où il y a cette réalité crue qui vous a manqué dans l'autre, vous le traitez de dur maintenant. On ne comprend pas ce que On peut vous avoir les cherchez deux, hein. Ça forcément. n'enlève pas la qualité d'un livre. Hein. Je peux... Non mais tout à l'heure l'autre qui Bah, était clairement. qui survolait comme ça d'une manière très enjolivée la réalité. Non mais Vous encore l'avez une fois, traité de bisounours et là vous Non. tombez sur un livre qui vous chicote à plein fouet sur parce que la réalité elle est dure, elle est très crue. mais encore une fois, on peut très bien considérer qu'un livre est très dur et l'aimer quand même. Ou voilà, ça n'a rien à voir.
Sur le Harlem Quartet, je disais que c'est le traitement de l'aspect homosexualité que je trouvais qui était trop idéalisé, que je trouvais que c'était pas très cohérent par rapport à la réalité. C'est seulement cet aspect-là, pas tout Mais le là, reste. c'est Tout le reste. cohérent à la réalité. Mais là, je ne dénonce pas la cohérence ou quoi. Je dis simplement que c'est pas le livre le plus facile de Mabonkou, c'est pas le livre le plus facile à lire. C'est le livre le plus dur, clairement le plus dur, le plus difficile à rentrer dedans. Et surtout dans le style Et aussi, dans le style qui a une certaine lourdeur par rapport à ce qui est d'autres écritures de Mabonkou. C'est, voilà, je pense que là-dessus, sur la dureté du bouquin, on est d'accord. Et 5 petites minutes, parce que je sais qu'il y a peut-être des fumeurs dans le coin. Et puis on va recevoir Ralphani qui, pour le coup, viendra, elle, nous parler de la Bouddha de Saint-Pierre. On a fait le tour sur les livres de ce mois-ci. Juste un petit recap. Le Théâtre Benjelloun, conseillé par Toufat, moi un peu moins, honnêtement, mitigé parce que je suis là. Conseillé. Et Aurore. Aurore, conseillé par Aurore aussi. Harlem Quartet, conseillé par moi, Aurore. Conseillé, avec les bémols que j'ai dit. Le Henri Lopez, allez-y, franchement, il est bien. Je pense qu'il aurait pu être jeune sur certains aspects, mais il est bien. Jeune auteur, parce que le Mabonkou vient nous présenter, c'est pas le plus facile, mais allez. Je pense que ce mois-ci, on a eu quand même des bébés là aussi. Donc, La Boue de Saint-Pierre, c'est son premier roman. Nous faisons un devoir au Palabre, vous savez, pour les habitués, vous savez, nous essayons de, quand nous pouvons avoir un auteur confirmé qui vient échanger avec nous, c'est un honneur pour nous. Et nous tenons systématiquement, évidemment, à essayer de faire une alternance entre l'auteur confirmé et un auteur que nous voulons faire découvrir ou qui va venir se présenter à vous. Parce que le principe des Palabres, c'est vraiment ça, c'est dans la découverte. Donc là, c'était bien parce que nous avions eu une nouvelle chroniqueuse dans notre équipe qui était en cours de faire son premier livre. Donc, je suis désolé, mais là, on a eu un conflit d'intérêts dans lequel nous sommes sautés sans aucun problème. Et j'avoue, je ferai mon Cahuzac, j'avoue, nous assumons le conflit d'intérêts. Donc, La Boue de Saint-Pierre, qui va faire le pitch avant qu'on donne la parole à notre invité? Toufat? Vas-y, parle-nous de La Boue de Saint-Pierre. Alors, La Boue de Saint-Pierre, c'est une histoire qui se passe dans un pays qui s'appelle le Tanou, donc un pays d'Afrique centrale. Le lecteur imaginera de quel pays il s'agit en métaphore. Ouais, de toute façon, c'est de la fiction. Donc, et c'est une histoire qui met en scène plusieurs personnages qui sont dans des milieux différents, mais qui sont tous liés en même temps. Donc, il y a Pélagie, une jeune femme, une jeune mère célibataire qui élève ses enfants toute seule à Saint-Pierre, dans un quartier. Alors, Saint-Pierre, c'est un quartier malfamé de Tanou, de la capitale, et qui est assez boueux, qui est connu pour être complètement difficile à pratiquer, difficile d'accès, c'est vraiment un bidonville, on n'y fait pas du tout attention, on n'y renouvelle pas les routes, donc les routes sont boueuses, d'où la boue de Saint-Pierre. Et la Boue de Saint-Pierre, c'est aussi les personnages qui y vivent, qui sont vraiment des gens qui vivent vraiment dans la fange, qui vivent vraiment dans la misère. Mais ce n'est pas pour autant un livre misérabiliste, puisque il va parler donc deux personnages de cet endroit-là. Et puis Pélagie, qui est la sœur d'un des tailleurs les plus en vue de la capitale, qui s'appelle Gaspard Talla, qui est un couturier très connu, qui habite aux Grandes Dames. Et peu à peu, cet homme-là va se retrouver pris dans une intrigue qui va complètement le dépasser et qui va un petit peu verser dans la politique. Et là, on va rentrer dans un véritable thriller. Voilà, donc je ne vais pas poursuivre, sinon je risque d'être un peu dithyrambique. On va laisser Ralphani parler de son... nous en parler, et surtout, peut-être mettre au départ l'accent sur le fait que les personnages ils ont tous des vies très glauques. Glauque, ça dépend. Dès le départ, quand on a... Bon, il y a des choses qu'on peut dire, puisqu'elles sont annoncées dès le départ. On parle d'inceste dès le départ. Oui. Hein, parce qu'il y a des soupçons d'inceste dès le départ. Tu as planté le décor dans un quartier qui est pauvre, misérable, avec des personnages qui, on a l'impression qu'ils ressemblent à leur quartier. Voilà. Donc au départ, quand j'ai voulu écrire un livre, l'idée pour moi, c'était d'écrire une société. Et pour moi, la meilleure façon d'écrire une société, c'est s'intéresser à ces pauvres, hein, ces petites gens. Et puis voilà, et la famille, c'était pour moi un aspect important parce que finalement, c'est le premier lieu de socialisation d'un individu. Hein.
Et donc, comme on vit souvent dans des sociétés où il y a plein de tabous, j'ai trouvé intéressant de parler de cet aspect-là qui est l'inceste. Parce que, comme je disais à quelqu'un, ce livre, il est né d'une empathie, de choses que j'ai eu à voir et que j'ai voulu comme ça poser sur le papier. Donc, l'inceste dans une famille, et puis, pas uniquement, je ne me suis pas focalisée sur cela. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je parle un peu des gens de cette famille, voilà, un frère, une sœur, et puis les enfants qui sont là également. On est dans une famille qui est totalement, qui est déstructurée entre Gaspard Talla, Sophie, Pélagie, la maman. Quand on commence ce livre, on est plombé tout de suite. Après, déjà parenthèse, c'est très bien écrit. C'est vraiment quand on le lit, on avance facilement dans l'histoire. C'est très fluide, on avance très bien dans l'histoire. Et c'est très bien ficelé surtout. Mais au départ, on est vraiment pris parce qu'on se dit, mais pas qu'au départ, tout le monde en fait. On est jamais d'accord. Donc les choses, hormis de pouvoir mettre en avant la boue de ces gens-là, qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant, enfin, de quoi tu voulais nous parler là-dedans? Hormis de nous dire la misère de ces gens-là. Je voulais parler de la misère sociale. La boue, comme tu dis, symbolise dans ce roman la crasse, la souillure, dans son aspect factuel, l'état des rues. Mais c'est aussi un peu les mœurs des résidents finalement de ce quartier. Je parle de prostitution. Ils ont rien de positif. Ah si, quand même, il y a de belles choses. Je parle d'une amitié entre deux petits garçons. Je parle de Pélagie, je la présente comme une mère aimante et dévouée. Et puis voilà. Une mère courage. Voilà, une mère courage galère, quoi. qui galère et puis qui n'a pas une vie facile. Il y a de bonnes choses aussi finalement. Voilà, non? Je vais prendre la vie d'un personnage qui m'a ému. C'est un petit garçon de 9 ans, François, qui est issu d'un inceste. L'auteur s'en cache pas, donc c'est sans raconter le livre. Et ce petit garçon, il va vivre des choses vraiment très violentes que je ne vais pas raconter. Et je me suis demandé en fait, mais pourquoi ce choix de faire souffrir un enfant déjà? Tu t'es pas dit pourquoi pas d'empathie? Non, je plaisante. Non, mais je veux dire, pourquoi ce choix d'avoir déjà que sa venue n'est pas simple. Il est le fruit d'un inceste. Il vit pas avec ses parents. Il est un peu en marge de la société. Il est maltraité par sa grand-mère. Tu parles d'inceste, tu parles de maltraitance infantile. Il mange pas toujours à sa faim. Beaucoup pour un seul. C'est des choses qui existent. Voilà, au-delà de la fiction, même c'est des choses ce sont des réalités qui existent chez nous en Afrique. Voilà, la famille elle est de plus en plus déstructurée. Les enfants naissent en dehors du cadre, bon, je dirais pas légal du mariage, mais bon, d'une union entre un homme et une femme. Les enfants naissent chez leurs grands-parents. Enfin, voilà, sont privés un peu de leur géniteur et tout ça. C'est ce que j'ai voulu présenter. Il y a des enfants qui vivent comme ça. Et au-delà de ça, il y a des enfants des rues qui ont une situation encore plus précaire que celle-là. Oui, voilà. La violence, on peut la vivre dans l'enfance aussi. Et pourquoi justement la déstructuration? Pourquoi par exemple, on a une femme qui vit dans un quartier boueux. Enfin, comment tu as fait en fait pour pouvoir te mettre à la fois dans l'esprit d'une sœur qui vit dans un quartier miséreux, malfamé, et d'un autre côté qui a un frère qui vit dans l'opulence absolue, dans le luxe, et qui trouve, on arrive à adhérer au fait que le frère, il méprise carrément sa sœur parce qu'elle n'a pas su sortir de la boue comme lui. Comment tu arrives à te mettre là-dedans et pourquoi? Alors, c'est fou que tu aies cette lecture-là du livre. Alors, pour moi, Gaspard, c'est pas du mépris qu'il éprouve pour sa sœur. C'est peut-être une fuite, en fait. Moi, c'est du déni. Ouais, une fuite, en fait, parce qu'elle représente pour lui ce qu'il ne veut plus voir. C'est sa famille, la crasse, la souillure, son enfance aussi, les mots, enfin, tout ce qu'il a enduré dans son enfance. Pélagie lui rappelle ces choses. Chaque fois qu'il la voit, pour lui, c'est son enfance qui le rappelle. Qu'il vient de la crasse. Voilà. Il n'hésite pas à l'aider, à la soutenir, à lui donner de l'argent, mais au début, il est un petit peu... Il y a un décès dans le livre. À un moment, on ne va pas dire le décès de qui, mais il y a un décès. Et puis Gaspard, qui pourtant semble avoir des qualités, mais il est un peu déconnecté quand même de temps en temps, Gaspard.
il arrive et il fait, voilà, c'est le pacha, il organise Il fait la montre de sa veillée, fortune. voilà, il organise les obsèques, et puis il est accueilli avec les hurrahs hein, de tout le monde, parce que tout le monde est sûr pendant une semaine. Là pour de- le coup, voilà. justement, je pense que là, c'est en regard de Congolais, je pense, parce que c'est vrai que au Congo, les veillées se transforment très vite en une espèce C'est de pas qu'au fête. En Afrique. En Afrique. Oui, dans beaucoup de pays d'Afrique. Et lui, pour le coup, tant que la personne est très malade, on n'aide pas. Voilà. Et une fois que la personne est décédée, on voit l'argent sortir. Alors, Et tu le Gaspard, dénonces, voilà, là, alors, dans le- je le dénonce. Gaspard n'était peut-être pas au courant aussi de la maladie de ce petit garçon, il faut se dire ça aussi. Et voilà, c'est un message que j'ai voulu faire passer. Parce que finalement, on m'a fait le reproche c'était un peu caricatural finalement la veillée. On m'a dit, mais c'est un peu caricatural, les gens qui s'empiffrent et qui se saoulent la gueule à une veillée mortuelle. J'ai dit, ben, c'est un message, c'est celui que finalement la vie, enfin les gens ils sont importants quand ils sont en vie. Une fois qu'ils sont morts, c'est vrai, la veillée, il faut rester tranquille, il faut pas rire, il faut pas mettre de la musique, mais bon, à quoi bon? Et par contre, sur le personnage de Gaspard, hormis le côté où c'est vrai que... parce qu'on montre bien que quand ils sont jeunes, c'est sa sœur, il y a un lien très fort avec sa sœur. Après, lui, il arrive à s'en sortir et il coupe carrément complètement avec sa sœur. Mais justement, dans son positionnement, c'est le personnage qui, enfin pour moi, c'est le personnage le plus détestable. Parce qu'il est faible. Il est faible par rapport au fait qu'il a coupé les ponts avec sa sœur qui est dans la misère. Il est faible par rapport à sa femme qui le manipule comme un Qu'est-ce qu'il y a de pantin. détestable dans sa faiblesse? C'est une Non mais faiblesse. justement, c'est le personnage qui c'est un type, oui exactement, c'est un triste type. Tu en as fait quelqu'un de pas positif. Pas positif. Et là, l'homme, la représentation de l'homme, on se dit... C'est marrant parce qu'on m'avait dit que les personnages féminins dans ce livre n'avaient pas une image reluisante. Oui, Et là, je suis étonnée que tu me mais dises ils ont, que les personnages féminins sont très tranchés. La Voilà. grand-mère, c'est une psychopathe. tyrannique et tout ça, Elle est tyrannique. abjecte, voilà. Voilà, la grand-mère elle est comme ci, le personnage il est comme ça, mais lui il est fuyant, il n'a pas de personnalité et je pense que c'est encore pire que quelqu'un qui est tyrannique, elle a une personnalité qui est très tranchée. Mais il est lâche, Et il là, y a des gens comme ça existe. Voilà, c'est Oui, une puis est-ce peinture de qu'il trouve certains pas des individus. racines dans son enfance, justement? Mais voilà, il y a une déstructuration Cette de lâcheté-là, l'individu finalement. C'est un homme qui a été castré par sa mère, enfin castré, voilà. Voilà, une mère castratrice. Oui, qui a une mère qui est très autoritaire. Voilà, et on sait bien ce que ce genre de mère peut produire comme fils, hein, finalement. Voilà. A contrario, il aurait pu aussi affirmer son caractère, sortir sa sœur de la boue, donner un coup de pied à sa mère, récupérer ses frères et sœurs. C'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est un personnage intéressant. Les siens, Non mais vraiment. tu vois, effectivement tu aurais écrit un autre livre. Mais c'est un personnage intéressant parce que là pour le coup, c'est un personnage comme ça on a l'impression que c'est peut-être le seul qui est un peu normal dans le lot. Dans la En fait, famille. Dans la famille, Finalement, on mais s'aperçoit finalement qu'il n'est pas tellement. je pense que c'est lui qui a le Il plus n'est pas encore. tout propre non. Il a encore plus subi en fait Il a subi plein de choses et puis finalement il s'en est sorti par lui-même. Hein. Il est parti de chez lui, il n'avait pas 15 ans. Ouais, Et ouais. finalement, peut-être que dans sa tête, hein, parce que même si j'ai écrit le livre, peut-être que dans sa tête, enfin, il respecte les individus qui mettent tout en œuvre par eux-mêmes, qui prennent des initiatives pour s'en sortir, qui décident, voilà, quand sa sort plus tard vient le voir et dit, Oui. moi j'ai décidé de faire ceci, il n'hésite pas à l'aider. Et oui, là c'était Voilà. très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui se barre du jour au lendemain, tout gamin, et il souffre vraiment pour en arriver là. Il va travailler quasiment pour rien pour un couturier du coin et petit à petit il gravit les échelons petit à petit et il en arrive jusqu'à être connu au niveau de la présidence. Bon ça c'est une seconde partie, on reviendra là-dessus, pour faire des costumes du président et autres. Donc c'est la méritocratie. Voilà. Voilà. Mais à un moment, justement, il m'a fait penser à un républicain américain pur et dur. Si tu ne t'aides pas toi-même, moi, je ne te regarde pas. En gros, avec sa sœur, il a ce regard-là. Voilà. Il dit que tu te débrouilles. Et à partir du moment où elle dit, bon, là, je me suis pris en main, je me suis barré. Parce qu'en plus... Si je peux réagir, c'est peut-être un des aspects positifs de sa personnalité. Mais aussi du roman. Parce que il ne faut pas oublier que, bon,
le pays c'est à nous, mais Ralphani et moi, Congo, donc on va dire que c'est le Congo. On va dire que dans ces pays en Afrique centrale, ce qui règne, c'est l'assistanat. Donc le fait qu'il est dur avec sa sœur pour l'aider à qu'elle puisse pêcher elle-même et puis qu'elle puisse s'en sortir, on voit d'ailleurs le fruit de cette attitude-là. Puisque la seule personne qui va grandir, mais justement, lui, Gaspard, c'est vraiment une personnalité tout le temps mouvante. Il va montrer des... Disons qu'il est dominé par sa femme, donc c'est compliqué. Oui, c'est comme... Il a été par sa mère, il a été dominé par sa mère, dominé par sa femme qui cocu et tout ça. En même temps, c'est une femme qui écrit, hein, donc il y a aussi peut-être une moi, vision... Moi, j'avais une question pour toi, Ralphani. En lisant ce livre, il y a beaucoup de désespérance et il n'y a pas beaucoup de solutions. Bon, c'est pas la prétention d'un auteur de proposer des solutions, mais je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. C'est un peu le même sentiment, la même question que j'avais un peu posée à Percival, mais en te lisant, il n'y a pas d'espoir pour Tanou, ils vont rester dans la boue. Gaspard qui arrive à sortir de la boue finalement sans raconter le livre, il va lui arriver des choses qui font que bon, son avenir est un peu remis en cause. On dirait qu'il replonge, presque, pas tout à fait, mais presque. Et il n'y a pas d'espoir. Si, il y a de l'espoir, mais la vie, elle est loin d'être rose. Hein. La vie, elle est difficile, finalement. Mais à Tanou, il peut avoir de l'espoir parce que finalement, il y a un coup d'État, il y a un putsch, il y a peut-être une alternance politique. Peut-être un changement, mais là, on ne le sait pas encore. Oui, mais le changement par monsieur... Oui, parce qu'en fil rouge de tout ce qui se passe, des histoires de ces gens-là, en fil rouge, il y a un coup d'État qui se fomente. Et donc Gaspard va prendre part à ce coup d'État-là de manière involontaire. Ça me fait penser un peu à Esclave, où le prêtre vaudou se retrouve bien malgré lui dans une espèce de complot où il est au milieu. Esclave, c'est un livre de Kanye Alem qui est excellent aussi, d'ailleurs, vous devriez jeter un œil. Et donc là, il se retrouve un peu pris au piège d'un coup d'État qui se fomente. Et là, on est sur autre chose. J'ai pas trop compris, bon, même si tu m'as dit que tu pensais à une suite, j'ai pas trop compris dans le fait d'insérer cette seconde histoire-là un peu en fil rouge, qui est de ce coup d'État-là que cet homme-là fomente. Par rapport à... Alors, pour moi, elle n'est pas secondaire, cette histoire, parce que... Non, il est pas alors, quand je parle comme ça de Tanou, je parle du quartier, comme des revendications d'ordre politique. Oui, bien sûr. Je pars d'une considération qui est que toute misère, toute précarité, toute misère sociale, elle est le fruit d'une mauvaise volonté politique. Voilà. Dès l'instant que les politiques sont impliqués là-dedans, il était important pour moi d'évoquer cet aspect-là. Donc j'ai parlé un peu de la malgouvernance, voilà, la corruption, le népotisme. Et finalement, il était question d'aborder le sujet jusqu'au bout, en fait. Et donc je fais apparaître le personnage de Ferdinand Moto, qui est un homme influent, un homme politique, et puis voilà, qui fait ce qu'il va faire dans le roman. Et la solution, elle est que politique. Il ne peut pas y avoir d'autres solutions, je veux dire, par les êtres humains. La société, avant qu'elle ait des clivages, je veux dire, normés, comment on faisait à l'époque du troc, etc. C'est une question. Hein. Il faudrait la poser aux pays africains. Est-ce que la solution, elle est forcément politique? Je crois qu'en politique, on dispose d'une marge de manœuvre énorme. Hein. On a des moyens considérables pour changer la vie de certaines personnes. C'est ce qui est intéressant en politique. Et c'est quand même dommage aujourd'hui que l'on vienne en politique uniquement pour se faire des sous, pour remplir son CV, parce qu'on a des ambitions carriéristes et qu'on ne pense pas qu'au-delà, voilà. On ne pense qu'au pouvoir et que finalement on ne pense pas que... Moi j'ai une question sur... l'on pourrait changer la vie des gens. Sur l'ambition. Il y a des personnages, par exemple Firmin, qui est un domestique et qui a une ambition, qui veut tellement sortir de sa misère qu'il est prêt à tout, mais alors vraiment à tout, à faire chanter sa patronne. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de l'ambition. Oui, c'est pas de l'ambition. Il se venge, les mêmes se vengent, voilà, c'est ça en fait. Survie, hein. Et puis même la maîtresse, la patronne aussi, n'est pas un la femme ange de aussi. Gaspard, qui n'est pas un ange, mais on sent quand même que ce sont des personnes. La plupart des personnages, on sent vraiment que ce sont des gens qui sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à tout écraser. Je n'ai rien à perdre. Non, mais ils deviennent... Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a en même temps plusieurs... Je trouve que c'est justement ce que j'avais considéré comme étant et la faiblesse et le point fort du livre, c'est qu'on a plusieurs
personnages comme ça, donc plusieurs histoires en parallèle, que ce soit Firmin, l'homme de ménage qui prend un petit quelque chose, une petite faille chez sa patronne et qui la fait chanter, et qui devient insolent et autres. Donc il y a plein de... Et en même temps, justement, moi personnellement, quand je finis de lire le livre, j'ai trouvé ça dommage parce que je me disais qu'il aurait fallu en mettre plus, parce que justement certains personnages qui sont très intéressants, il y en a tellement que ça aurait mérité d'en dire un peu plus sur certains. Notamment les deux petits garçons. Moi j'ai pensé que c'était un choix. Notamment les deux petits garçons où on montre le grand frère qui protège, mais ça passe si vite que on se dit, dommage, on aurait pu aller plus loin. Aller un peu plus loin. Et comme j'ai dit, la volonté c'était de faire une suite, de m'attarder sur chaque personnage par la suite, et puis voilà, ça va venir. Si le lecteur est resté sur la fin, ben, je dis tant mieux. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que oui, il y a beaucoup de personnages qui sont différents, mais en même temps on se dit, ben, il y en a tellement que on va pas assez au fond de chacun. Et pareil, bon, Sophie, de toute façon, on voit bien qu'à un moment, on voit à un moment qu'il y aura quelque chose d'autre, mais par exemple, cette relation entre, pour le coup, qui est suggérée quand ils sont plus jeunes, entre Pélagie et Gaspard, puisque c'est suggéré que sa sœur, en gros, le protège. Le frère protège la sœur. Le frère protège la sœur, et à un moment, il part. Il déconnecte complètement, et cette déconnexion, bah, on ne se l'explique pas. Ce changement de personnalité entre un frère qui est très protecteur parce qu'ils ont une mère qui est tyrannique, et il y a un événement qui l'emmène à partir, et après il change complètement, il se déconnecte par il prend la fuite, hein. Oui, voilà. Il fuit. Puis il ne peut plus gérer. Voilà, il ne veut pas être en face de ça, il ne veut pas subir. Enfin voilà, cette histoire pour lui, elle est trop lourde finalement à porter. Voilà. C'est honnêtement très intéressant, très intéressant. On le lit très vite. Il y a beaucoup de petites histoires dans l'histoire comme ça. Et puis les personnages sont attachants aussi, je trouve. Il y a des personnages qui sont assez attachants. Il faut dire que Ralph Fanny réussit à aborder des sujets durs avec une écriture simple, donc qui du coup donne la fausse impression que c'est des sujets faciles en fait. Et puis il y a un cumul de sujets durs quand même, hein. Je veux dire de l'inceste, de la maltraitance, bon, pour ceux qui m'ont choqué, de l'adultère, il y a de tout. C'est un peu ça. On le lit simplement. C'est un peu ça que moi simplement je t'avais dit, hein, je mettais un petit bémol, c'est que je disais qu'il y en avait beaucoup sur peu de pages. Il y avait, on nous mettait non seulement les personnages, il y avait beaucoup de personnages, mais à chaque fois justement, c'est pas le beaucoup de, il y en a trop. C'est le beaucoup de, on en veut plus, on veut en savoir un peu plus, on veut aller un peu plus dans le fond des choses. C'est pas le beaucoup de ras-le-bol t'en fais trop. Et je vous invite vous à découvrir Ralph Fanny Monacongo. Quand vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Encore une fois, le principe des palabres. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, moi je dirais que c'est un très bon livre. Et je crois que le foisonnement des personnages, c'est un choix de l'auteur et qui ne m'a pas dérangé du tout. Je ne m'attendais même pas à une suite, quoi. Je n'avais pas dans ma tête qu'il y avait quelque chose qui manque en lisant le livre. Je me disais, bon, mais effectivement, si l'auteur envisage une suite, pourquoi pas. Mais je pense que ce livre n'appelle pas... De toute façon, tout livre appelle un autre livre. Donc, mais je pense que voilà, je pense que le livre se suffit à lui-même. L'autre chose, moi, qui m'a intéressé justement dans ce livre, pour un premier roman, je trouve qu'il y avait une grande capacité de construction. Il y a eu une finesse, effectivement. Voilà. Par rapport au lien entre les personnages qui, au départ, on ne sait pas trop quel lien il y a entre eux. Et au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, des liens apparaissent. Et effectivement, l'autre aspect, c'est que c'est un roman qui aborde, ça a été dit, plusieurs questions. On parle de l'inceste, de l'adultère, de la trahison, de l'amitié. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Ouais. Merci. Pour un premier roman, je dis bravo. Merci. Donc on va glisser sur justement les relations d'amitié, puisque encore une fois je vous dis, Ralph Fanny c'est une amie, elle est dans l'équipe des Palabres, pour enfin vous demander à vous de vous exprimer et de nous faire voir vos excellentes capacités vocales.
sur justement le thème qui est le thème de la soirée, qui est de l'amitié. Je rebondirai là sur les livres dont nous avons parlé ici et sur une phrase de Aurore tout à l'heure où Tahar Ben Jelloun considérait que les amitiés entre hommes et femmes semblaient pour lui plus simples qu'entre hommes et hommes. Et moi je vais rajouter, et je vous demanderai d'intervenir là-dessus, je vais rajouter que les amitiés entre hommes et hommes me semblent relativement simples, notamment dans la prise de distance. On est amis à un moment et puis à un moment on l'est un peu moins. Mais les amitiés entre femmes et femmes... C'est un poème. J'ai eu hier une discussion de plusieurs heures avec un cousin. On a fait un balayage de toutes les relations que nous avions. Et donc les deux copines, sœurs à vie, nous sommes des sœurs, tu es ma côte, tu es mon poumon, tu es mon machin. Et 3 semaines après, ah, tu as des nouvelles d'Aurore? On se parle plus. C'est compliqué. On a l'impression que les amitiés féminines ne peuvent qu'être que soit fusionnelles, soit ne pas exister du tout. Soit elles n'existent pas. Et moi j'aimerais bien que les dames qui sont là m'expliquent pourquoi vous ne pouvez pas simplement devenir un peu moins copines. Pourquoi vous êtes obligés? Anaïs est morte de rire, ça lui parle. Aurore, dis-moi que j'ai tort. Que, voilà. Non, t'as pas tort. Moi, je pense que les femmes ont un hémisphère cérébral différent de celui des hommes. La passion, ça doit beaucoup cuire dans notre cerveau. Ça, c'est un point de vue personnel, expérimenté. Je pense que la plupart des femmes se fâchent assez souvent, assez vite et pour longtemps. Les rancunes féminines sont tenaces. Sont virulentes. Il faut jamais se fâcher avec une femme parce que c'est un vrai diable, en fait, un vrai crapaud. Et non, mais c'est vrai, elles sont capables des pires bassesses. La femme a cette formidable capacité à avoir une très grande générosité et aussi une haine féroce. Voilà, pour moi, je trouve que les hommes... C'est bien, la discussion de ce soir va s'arrêter très vite. Hein. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, les femmes ne devraient pas être copines entre elles. Mais non. Contrairement aux hommes, les femmes sont également capables d'énormément de solidarité. Je veux dire, aujourd'hui, autant des femmes, on l'illustre avec celui-là. Hein. Celui-là va faire quelque chose à sa meilleure amie, mais une chose innommable. Innommable pour une femme, bien entendu. Hein. Sans raconter le livre, elle va coucher avec le mari de sa meilleure amie. Innommable, on a eu... si... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour une femme, c'est la pire des trahisons. C'est la pire des trahisons. Elle va coucher avec le mari de sa meilleure amie, mais leur amitié va y survivre. Difficilement, mais elle va y survivre. Et celui-là, voilà. Bon, disons que... Bon, ça va nous dédouaner, nous, hommes, du débat. Exactement. Mais moi, j'étais choqué à la sortie d'une émission, d'une rencontre précédente qu'on a fait avec Reine Béa, où là aussi elle parlait d'une amitié. Hein, c'est un roman qui aurait pu tenir très bien la place. On a reçu l'auteur il y a quelques Et dans ce roman, on entend tout ce que tu dis, Aurore, et ainsi de suite. Et moi j'étais choqué parce que j'ai une conception de l'amitié et je ne comprenais pas les justifications morales qu'on donnait au choix de Sissi. Et à la sortie de la rencontre, j'étais assez surpris de voir le consensus des filles sur la trahison. Qu'elle aille prendre le copain ou le mari. Et Reine Béa disait lors d'une rencontre parce qu'on se bat parfois pour les mêmes choses à un moment donné, il arrive que il y a un conflit et ainsi de suite. Bon. Je trouve ça... C'est discutable. Est-ce que là, ça ne met pas moins de passion, justement, peut-être la passion que les femmes mettent dans leurs relations, justement, les hommes en sont dépourvus. C'est-à-dire, quelque part, les amitiés masculines sont peut-être un peu plus superficielles. C'est pour ça qu'on se sépare. Si ton meilleur ami couche avec ta femme, tu vas rester ami avec lui? Oui, mais ça, justement, comment ça? Tu le sais, je peux te citer plein d'histoires où c'est arrivé. Parce que la promiscuité aidant,
C'est Non, des mais- choses qui arrivent. Mettons, sans aller jusqu'à... À ton meilleur ami. Non, jusqu'au fait de coucher ou autre, mais simplement, on a souvent voilà, on est amis à un moment, il y a eu une petite crasse entre nous, et puis on est moins amis, mais on se voit, on se dit bonjour, on est moins proches. Et ça arrive beaucoup plus facilement chez les hommes, alors que, en tout cas, évidemment, je parle que d'un point de vue personnel, on a l'impression que la même crasse qui va arriver entre deux femmes, là, pour le coup, elles vont plus parler. Mais vraiment, c'est radical. Les hommes vont se fâcher, ils seront moins amis, et puis, voilà, on passe à autre chose. Et donc, j'ai l'impression que justement, le fait qu'il y ait peut-être moins de passion dans les relations amicales, ça fait que les séparations sont peut-être plus faciles chez les hommes. C'est une illusion. C'est peut-être un problème d'orgueil aussi. L'homme avant tout c'est un coq. Il a cette capacité très forte De passer à autre chose. De non, simuler. non, de simuler. De simuler. De ne oui. pas être capable d'aller voir son ami pour dire écoute mon gars, j'ai merdé, on repart. Nous les hommes, d'abord, très souvent nous les hommes, on a été éduqués pour être des sortes de rois. Moi je me souviens d'une chose, que dans ma famille, par exemple, mon père nous a toujours appris à ne jamais montrer nos émotions, même face à la douleur. Ce qui fait que ça nous donne une stature des gens insensibles, mais parfois qu'on vit autour de nous. Moi, je ne crois pas forcément que l'amitié entre hommes soit si magnifique que ça. Regardez dans l'histoire, Sankara et Compaoré, tout ça, c'était des amis avant, mais ça aboutit à quoi? À une forte trahison. Et moi, j'ai envie d'être un peu pessimiste, entre guillemets, pour dire, est-ce que le summum de l'amitié, c'est pas la trahison? Parce que très souvent, ça commence par exemple autour d'un bar où on a un délire. Là, c'est moins réfléchi. On se plaît, on est content. Comme ici, je peux dire, ah, moi j'aime le PSG, moi si j'aime le PSG, tiens, on s'en va boire un verre et on devient des amis. Mais plus on avance, le cerveau, il reste pas stagne à certaines émotions. C'est qu'on avance. Au fur et à mesure, on se découvre, on peut se découvrir une chose bête en disant par exemple que toi, tu es d'une mouvance politique que moi j'adepte pas et ça m'a fait à cette amitié parce que la fragilité, c'est la chose la plus géniale qui soit. Elle est à la base du fondement même de l'être humain. Là, on est dans ce cas plus dans ce qui serait la définition de ce qu'on appellerait l'amitié. Oui. On est d'accord, parce que là, évidemment, on peut se retrouver, les mêmes personnes, on peut jouer au football tous les jours ensemble, ça ne veut pas dire qu'on soit amis. Non, mais ce que je dis, c'est la connotation même qu'on va donner. C'est quoi alors, redéfinissons, c'est quoi l'amitié? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'on comprend toujours la notion de l'amitié? Ou bien est-ce que ça se tient à des choses superficielles? Ou bien on dit ce qui rapproche, c'est l'intérêt qui guide l'homme? C'est la question que je me pose. Alors, Reine Béa, par exemple, excusez-moi, je la cite parce que son roman parle d'amitié. J'ai une conception de l'amitié, je suis heurté par ça. Et de la même manière, et je l'ai dit à Henri Lopez, que j'étais heurté par cette amitié aussi, l'amitié qui développe de compromission, on dira. Oui, c'est l'histoire d'une amitié. Alors, et là, dans les deux scénarios, en fait, bon, c'est la conquête de l'homme, en fait. Et dans l'exemple que notre ami prend, les hommes sont dans la conquête du pouvoir. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est cette vision très clivée et limite très, très péjorative, enfin, je ne sais pas si c'est le terme, qui réduit les femmes à se battre pour des hommes et qui magnifie les hommes qui se battent pour des choses beaucoup plus importantes qui sont le pouvoir et ainsi de suite. Et dans Les Petits-Fils nègres d'Infernatérix, on voit que le combat, la séparation entre les hommes est liée à la politique. Donc elle est valorisante, alors que de l'autre côté, elle est plutôt dégradante. En tout cas, elle inféode. Et moi, ce qui m'a surpris, c'était ce consensus en sortant de cette rencontre littéraire et de voir que les filles, mais oui, si elle n'a pas le luxe de se permettre de sauvegarder son amitié alors qu'elle a un homme qui peut la sortir de ça. Est-ce que c'est pas un peu le reflet de la société? Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les hommes, ils sont élevés pour être des coqs et les femmes, elles sont élevées pour être des poules de basse-cour. Oui, je veux dire, quand on essaye de regarder... Non, mais c'est moi qui dis, mais je veux dire, sans vouloir généraliser ou caricaturer, on prend aujourd'hui la Catherine.
c'est la femme qui n'est pas mariée. Une femme qui n'est pas mariée, elle est incomplète. Finalement, on définit toujours la femme par rapport à un homme dans la société. Donc, et c'est pour ça que l'homme est un objet de convoitise qui se retrouve principalement, assez souvent, dans les conflits féminins. Quand on creuse bien. C'est un point de vue. Hein. Un homme qui n'est pas marié n'est pas complet non plus, hein. C'est pareil. Il ne le vit pas aussi mal qu'une femme. Il le vit à sa manière, mais quand on le regarde de loin, il n'est pas complet. Non, mais un homme, même à 60 ans, il se marie. Une femme à 60 ans, elle a une date de péremption. Mais surtout pas, parce que c'est la pression sociale. Mais par contre, ce côté amitié filiale, où on le sait, on grandit, on a la famille, et on n'est pas toujours amis avec les gens de sa famille. Et parfois, on fait des rencontres dans la vie où on a des gens qui sont des amis et qui deviennent quasiment des gens de la famille, qui deviennent des frères. Et là, justement, à contrario, j'ai l'impression que ça, on retrouve ça beaucoup plus facilement chez les femmes, où il y a ce type d'amitié qui peuvent aller vraiment, ça devient des sœurs. Parce que moi, j'ai beaucoup vu, que ce soit même de nos parents ou des gens. J'ai l'impression qu'on rencontre ça beaucoup plus dans les amitiés féminines que dans les amitiés masculines, où on peut être très amis, mais ce côté ami-famille est peut-être un peu moins présent. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, ou voilà, c'est des choses que je rencontre. C'est discutable. Ça dépend. Moi, j'ai connu beaucoup de garçons qui sont amis comme des frères, des frères. Qui sont, enfin, je n'ai pas trouvé de raison particulière à cette amitié-là, mais en tout cas, voilà, qui sont amis comme des frères. Si tu te jettes dans le canal de Mozambique, moi je me jette avec toi. Enfin, voilà, des histoires comme ça, et pourtant, je pense que c'est pas l'apanage d'un genre ou d'un autre, quoi. Mais après, est-ce que c'est pas une question d'éducation? C'est-à-dire que les garçons sont quand même élevés pour aller dans le monde, et donc ils n'ont pas que ça. Et les filles sont quand même élevées pour rester dans la diriger vers la sphère privée, on va dire, que ce soit les amis, la famille, etc. Et moins aller au contact du monde, quoi. Enfin, un truc qui peut sauver une amitié de garçons, c'est qu'ils peuvent se battre, quoi. Et après ils vont boire des coups et c'est fini. Une fille, on peut pas. Il faut préserver la cohésion. Il pas, quoi. T'es une fille, tu frappes pas. Tu frappes pas, tu fais des coups en douce. Et pourtant, il y en a qui font autrement. Donc, quelque part, ça rejoindrait le fait que ça voudrait dire quelque part les hommes sont éduqués, élevés à avoir des relations qui sont moins fortes, quelque part. Non, pourquoi moins fort? S'ils sont censés être plutôt vers l'extérieur et donc plus partir. Direct, je dirais. L'expression frère de sang, elle vient d'où? En amitié, je veux dire. Justement, elle est peut-être un peu moins vraie chez les hommes que chez les femmes, j'ai l'impression. Moi, je trouve que. C'est intéressant parce que juste par rapport à ce que tu disais sur des cas, alors qu'il y a un cas littéraire, j'y pense à l'instant. Il y a une nouvelle de Jean-Marc Agrati qui s'appelle Sur les remparts, qui est sur la fin d'une amitié. C'est une nouvelle qui est assez courte, qui fait 13 ou 14 pages. C'est une amitié de 30 ans, entre deux mecs. Une amitié, vraiment nourrie par plein de choses. Et puis en fait, ils se sont, comme tu disais, un petit peu, ça s'est un peu distendu, parce que il y avait des choix de vie qui étaient un peu différents. Et en fait, elle a été tellement intense en amont, quand ils avaient, mettons, entre 15 et 25 ans, que finalement, alors qu'on croit que cette prise de distance ne les fait pas souffrir ni l'un ni l'autre, en fait, il y a un énorme non-dit qui est en train de s'accumuler sur 20 ans, et quand ils pètent, ça n'a rien à envier. En tout cas, la description qu'on est faite à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Et oui, il y a eu prise de distance, mais c'est pas pour ça que ça a été digéré. Tu vois, ils ont cumulé la tension. En donnant les apparences, oui, c'est pas grave si tu deviens UMP et que moi je deviens socialiste. Tout ça n'a aucune importance. On est des potes, on se voit moins, c'est tout. Ouais, mais sur 20 ans, quand à la fin ils se retrouvent sur différents sujets et qu'ils font le bilan de tout ça, c'est violent, vraiment. Ça fait mal. Alors, moi, j'avais une réserve. Excuse-moi, je voulais juste réagir sur la posture de Tahar Benjelloun, parce que c'est ça qu'il faut aussi analyser. Alors, moi, j'ai beaucoup cru à l'amitié entre hommes et femmes, et aujourd'hui, j'y crois plus du tout, en fait. c'est-à-dire l'amitié au sens véritable, c'est-à-dire on partage. On échange vraiment, c'est into me, quoi, tu vois. Et on est au même niveau. Voilà, je parle pas de fraternité ou des choses comme ça. Et je crois que c'est complexe parce que il y a toujours le risque, parce que l'autre
Et parce que c'est l'autre qui est autre chose que d'amitié qui rentre dans la relation. Toujours une ambiguïté. Il y a toujours le risque de l'ambiguïté, le risque voilà, c'est vraiment, la femme est vraiment l'autre pour... et donc, du coup, quand il en parle, je serais curieuse vraiment de voir comment il analyse ça et comment il argumente ça. Justement, là pour le coup, c'est quelque chose que j'avais mis moi sur moi. Peut-être ça dépend des cultures. Lui, il considère que justement l'amitié, c'est le respect et autres, mais qui n'exclut, il n'y a pas de raison d'exclure l'éventuelle séduction qu'il pourrait avoir. Mais c'est pas de l'amitié. Mais non, parce que c'est... Non, ça veut pas dire... Non, la séduction n'est pas systématique, mais ça veut dire qu'il a un positionnement de dire les amitiés hommes et femmes, c'est pas une question de ne pas exister, c'est une question que ça ne peut pas être de la même nature qu'une amitié entre un homme et un homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins forte ou elle est moins intéressante ou elle n'existe pas, mais il ne faut pas chercher à les comparer. Il ne faut pas chercher à comparer mon amitié que j'aurai avec un autre homme et l'amitié que j'aurai avec une autre fille, parce que évidemment la fille, je lui tiendrai toujours la porte pour passer, et à mon pote, je ne tiendrai pas la porte. Donc, elle est de toutes les façons de nature différente. Et là, Benjeloun, il a un positionnement qui est justement dans ce sens-là, où il dit, on peut être amis, et il a des très grandes amies, ça n'empêche pas que la nature de l'amitié qu'il a avec ces femmes-là est différente de celle qu'il a avec les hommes. Mais il semble la sublimer. Oui, exactement. Il y a moins de risques. En tout cas, parce que lui, il a eu moins de trahison dans ce sens-là. Il a eu moins de trahison dans ce sens-là. Ça, c'est son oui, mais parce qu'il y expérience. a un rapport de séduction aussi. Et il le dit. Oui, mais que le rapport de séduction peut exister, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amitié. Voilà, oui, mais quand tu parles de rapport de séduction avec de l'amitié, il y a déjà un bémol. Oui, parce qu'à un moment donné, par exemple, à un moment, il décrit deux femmes qui l'apprécient. Et il dit Leïla, donc c'est une amie, c'est juste une amie. Et puis l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle-là, il est totalement amoureux d'elle. Mais pourtant, il parle beaucoup plus de Leïla. Il va dire elle est intelligente, elle est éblouissante, elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle est belle, elle est généreuse, etc. Et l'autre, j'ai une relation de passion avec elle, machin. Mais il va beaucoup plus sublimer son amie. Et du coup, on est... Oui, mais il sublime son amie parce qu'avec son amie, il y a quelque chose d'inachevé de toute façon. Avec l'autre, il y a une relation consommée. Il y a un jeu et avec Leïla, il y a le fantasme. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Avouez ou pas, il y a toujours un peu de ça. Mais juste avoue. Mais en tout cas, le positionnement de Terre sur ces aspects-là, le problème c'est ça, c'est que on va considérer qu'il ne peut pas avoir d'amitié entre un homme et une femme parce qu'on va toujours essayer de comparer l'amitié qu'on a avec entre hommes et hommes et entre femmes et hommes. Et là, je suis d'accord que le paradigme n'est pas bon. On ne peut pas, encore une fois, une amie que j'ai envie ou pas de coucher avec. Mais à partir du moment où c'est une amie... Tu as envie de coucher avec une amie, voilà, exactement, on est d'accord. Voilà, donc là, il y a un malaise quelque part. Mais justement, le problème c'est que vous... Le même malaise qui t'a dérangé dans Harlem Cartect. Quand tu as dit deux amis... Si vous dites qu'il n'y a pas d'amitié, donc ça veut dire que pour vous, vous ne pouvez pas être ami avec votre conjoint. Tu couches avec ton conjoint, tu couches avec ta femme, tu couches avec ta copine. Ça, c'est un choix aussi. Mais non, c'est le cas des pas. Et puis déjà, on n'est pas ami avec son conjoint, c'est son compagnon. Mais non, justement, il y a des couples qui sont d'abord amis et qui sont un couple. Il y a des couples qui ne sont pas amis, qui s'aiment, qui sont un couple mais qui ne sont pas amis. Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes activités. Voilà, complicité. Mais effectivement, je pense qu'il faut définir l'amitié d'abord. Mais il y a des couples qui sont d'abord amis avant d'être d'abord définir l'amitié. Et après, ils passent au statut de couple. Parce que sinon, on a beaucoup d'exemples qui sont introduit la notion de couple, on n'est plus amis. C'est plus possible. Non, mais c'est vrai. C'est pas plus facile. Il faut déjà accepter qu'elle ne soit pas éternelle. Est-ce que vous avez une définition? Est-ce qu'il donne une définition de l'amitié d'Arab justement, ce qui est faudrait intéressant qu'on là-dedans, sorte d'ici puisque je pense qu'on arrive. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que à chaque fois, il parle d'un de ses amis et il définit le type d'amitié qu'il a avec lui. Et à chaque fois, ce sont des amitiés différentes. Et il dit pas que l'amitié doit être comme ça. À chaque fois, il dit avec celui-là, c'est comme ça, se passe comme ça. Avec celui-là, mais ça reste des amis et ils sont de nature différente. Je pense que c'est ça, au moins, qui est une vérité. Mais est-ce que l'amitié, c'est pas un peu comme l'amour, comme la vie? Ce qui trône au-dessus, c'est l'incertitude. C'est que ça commence bien, on ne sait jamais où ça va aller. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce que
Il y a ça, chacun de nous à sa manière, selon ses sentiments, bons sentiments, essaie d'enjoliver, de fleurir en disant que l'amour, l'amitié, c'est ça, et c'est ça. Mais de la manière dont nous cuisinons cette amitié nuit et jour, ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on voudrait que ça soit l'amitié. Oui, sur le livre d'Arben Benjeloun, si je comprends bien, vous avez dit qu'il y a des parties où, je peux me permettre ce terme jeune, il clash certaines de ses amis. Certains de ses anciens amis, oui. Mais moi, je parle de trahison. Pour moi, selon ma conception de l'amitié, qu'on ne soit plus amis, mais quand on l'a été, c'est comme la loi de l'omerta. Il y a de ces choses que tu gardes pour toi. Il y a de ces choses que tu ne viens pas déballer. Mais en même temps, c'est dans l'air du temps. La littérature actuelle, par exemple, de plus en plus, ça consiste à écrire un livre où on clash ses amis dits populaires ou connus. C'est ça. Moi, je dis, pour moi, c'est pas l'amitié. L'amitié, même si on s'est frité, qu'on demande c'est quoi pour moi, je ferme ma gueule. Je dis ça ne vous concerne pas. Il faut qu'il y ait une sorte d'omerta aussi sur l'amitié. De loyauté. De loyauté, c'est ça, une forme de fidélité comme mon amour. On ne peut pas être amis et aller dire plus tard que c'est un salaud alors qu'on a partagé aussi des bons moments. On va continuer de manière un peu plus informelle parce que là on arrive à la début, on a largement débordé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et il faut qu'on vous laisse à vous le temps de, si certains veulent un petit autographe sur le livre de Ralph Fanny, de pouvoir discuter avec. Donc désolé mais on va devoir arrêter là et on essaiera d'être un peu plus dans le bon timing pour vous laisser un peu plus le temps de parler la prochaine fois.